Bonjour Sine. Bonjour Daniel. Je suis vraiment heureuse de vous voir ici ce soir et de vivre cette expérience aussi. avec vous. Et puis vous m'avez fait une belle surprise qui est cette peinture extraordinaire où je retrouve quelqu'un que j'aime beaucoup. Si je comprends bien, c'est mon cher grand homme Leibniz. Et vous m'avez représenté sortant de sa manche, ce qui est un honneur dont je suis parfaitement indigne. Et ensuite, il y a la pyramide du Louvre. Donc là, je m'y reconnais. Et il y a cependant quelque chose qui m'étonne un peu, qui est tout à fait charmant d'ailleurs, c'est la présence de ce petit enfant qui est là. Qui est-il, cet enfant? Ça, c'est une vieille histoire, parce qu'avant, c'était mon fils. Après, c'est devenu moi, et puis mon père. Et puis, après, c'est devenu une sorte de symbole de sagesse ou d'enfance, d'innocence ou de soif d'apprendre, etc. Du coup, Donc, il vous représente. Mais comment l'avez-vous? Il a quand même une allure un peu bizarre. D'où lui avez-vous tiré cette forme? Oui, c'est vrai. Il y a une évolution. Avant, c'est une image, pas la tête rasée comme tous les peintures qui représentent, il y a un moment en Chine, l'art contemporain, tout le monde rase. En fait, je fais ça avant cette mode de raser. Et ma inspiration, en fait, c'est plutôt venu de quelque part assez ancienne. On dirait une tête des Cyclades, comme il y en a Exact. au musée du Louvre. Et aussi, quelque part, très ancienne aussi. Et le caractère enfant. Que l'on trouve sur les inscriptions chinoises oraculaires. Ouais. Et comme il n'y a pas tellement de cheveux, et puis je me suis dit, c'est plus simple, en fait, montrer comme ça, et avec un geste que toutes sortes de bêtises un enfant peut le faire, donc c'est pour ça, avant il y a l'œil, il y a la bouche, l'oreille. Et puis après, je me suis dit, les anciennes capables de faire simple, moi, pourquoi pas? Du coup, je fais mon hybride avec donc c'est un principalement enfant, deux souffles. C'est un enfant hybride. Mais alors, je vois deux petits ovales, mais on ne dirait pas, on dirait que c'est un nez, et ce serait un enfant sans yeux. Oui. Mais c'est affreux. C'est ça. Après, on est habitué, en fait, au début. C'est vrai, des fois, le nez, on peut trouver, est-ce que c'est les yeux, c'est le nez? Et peut-être un jour, je vais réfléchir, est-ce que c'est une question? Ça fait un moment, en fait, ce signe avec moi. Donc cela veut dire qu'il comprend tout, c'est comme dans les textes de Chuang-Tzu, il comprend tout par regard intérieur et sans avoir besoin de l'œil en tant qu'organe. C'est comme Rondon. Il ne faut pas donner le tout. Oui. Et puis il me rappelle, est-ce qu'il n'y a pas un philosophe de l'Antiquité qui parlait justement de cet esprit de l'enfance qui doit conduire l'homme pendant toute sa vie? Exactement, oui. Ça c'est une chose qui me permet d'insister de son utilité, cette enfance, parce que c'est vrai, il y a autre chose que on a reçu l'éducation en Chine au XXe siècle depuis les artistes comme Lin Fengmian ou Xu Peirong. Et notre Beaux-Arts, c'est essentiellement dessiner une modèle nu. Mais à part de ça, on dit c'est une base, et puis on n'est pas tellement pratiqué. Je me suis dit pourquoi je n'ai pas utilisé ce nu
en fait, pour mon tableau, en plus d'un enfant. Et cette phrase que vous parlez de Mengzi. Je parle plutôt de Mengzi. Oui, et dit justement, je vais écrire. Voilà. 大仁者，不失其赤子之心者也。 Ce que l'on pourrait traduire ou commenter par le grand homme, ou du moins l'homme de grande vertu, ou encore l'homme qui s'efforce toute sa vie à acquérir de grandes vertus, ne doit jamais oublier, n'oublie jamais son cœur de petit enfant nouveau-né. Exact. Donc c'est avec ce cœur que nous allons proposer à nos amis un parcours à travers un certain nombre de thèmes iconographiques évoquant des hybridations. D'accord. Et ceux qui sont venus les autres fois, ou du moins les premières fois, ont beaucoup entendu parler de ce motif qui est le taotier, que l'on trouve sur les bronzes archaïques des débuts de l'âge du bronze, c'est-à-dire en gros de 1500 avant notre ère jusque dans les débuts du premier millénaire avant notre ère. Mais c'est aussi, alors je vous ai raconté en m'appuyant sur l'archéologie ce que l'on pouvait comprendre du taotier, mais ce soir nous ne sommes pas dans un parcours archéologique et nous allons faire beaucoup d'emprunts à la mythologie, et qui est pour le cœur des hommes, je crois, tout aussi importante, puisque si je regarde ce qu'ont fait les fonctionnaires chinois à partir du moment où l'empire unitaire a été mis en forme au IIe siècle avant notre ère, ils se sont efforcés, certes, de définir les cadres de l'État, mais aussi de définir une mythologie. Et dans cette mythologie, qui sert bien sûr l'organisation, à légitimer l'organisation du pays, il y a une histoire qui fait apparaître l'empereur jaune, qui est l'un des personnages fondateurs de l'empire chinois dans le monde des idées, et qui avait bien sûr un ennemi, puisque nous n'existons que dans la mesure où il y a la thèse et l'antithèse, nous et notre contraire. Et cet ennemi s'appelait Zheyou, il était évidemment épouvantable, il avait plusieurs yeux, des quantités de bras, il se nourrissait de morceaux de métal et de ragoûts de cailloux, et il était évidemment très violent. Et un jour, l'empereur jaune a enfin réussi avec ses armées à mettre la main dessus, et on avait très peur, bien sûr il fallait l'éliminer, et on avait très peur qu'il s'en aille avant même qu'on ait eu le temps de lui couper la tête. Alors on lui a mis une cangue autour du cou. Et puis, on l'a amené sur le champ d'exécution. Et là, les bourreaux ont dit, il ne faut pas lui enlever la cangue parce qu'il serait capable de partir aussitôt. Donc, eh bien, tranchons-lui la tête avec la cangue. Le problème est que le bourreau a un peu raté son affaire. Et la hache est tombée entre la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure. Et donc, toute la cour s'est retrouvée devant un personnage coupé en deux, avec un corps pourvu d'une mâchoire inférieure, et que l'on a enterré très vite, et puis une tête sans mâchoire inférieure, que l'on a enterrée aussi, mais ailleurs, parce qu'on avait peur, si l'on réunissait les deux morceaux du corps, que l'âme ne s'y glisse à nouveau et ne perpétue ses crimes. Et en tout cas, le thème de la tête sans mâchoire inférieure a beaucoup inspiré les prêtres qui se sont dit « mais avec ça, on va faire peur aux esprits, aux méchants, aux mauvais esprits ». Donc on aurait gardé la tête
sans mâchoire inférieure, et on aurait ainsi inventé le motif du taotier. Mais moi, je préfère vraiment les êtres que l'on voit circuler sur les bronzes archaïques, tels qu'on les voit au musée Guimet, au musée Cernuschi. Et je pense que c'est cela qui inspire peut-être davantage le peintre que vous êtes, plutôt que l'horrible créature de Giulio. Je vais essayer. Je fais autre moitié. Donc enfin, ceux qui sont venus se rappellent peut-être qu'un taotier est fait de deux dragons affrontés. Et Sin est en train de redonner vie au dragon de droite. La bouche. C'est la langue du dragon. Voilà son œil. Et son oreille. Et voilà le ver, qui est aussi l'une des créatures à l'origine de l'une des grandes inventions chinoises, qui est à l'origine de la soie. Et ce dragon, eh bien, il prend vie et il prend des significations différentes au fil des âges. Oui, faites bouger. Oui. Je mets ce côté. Ah, ça disparaît. Voilà. Donc vous voyez à gauche le dragon de l'Antiquité, tel qu'il est, avec la vie que lui a redonnée Yessine. Donc un dragon qui est vu de profil et qui repose, dont on voit seulement une patte. Et à droite, vous le retrouvez en haut de l'image. Et Yessine, très habilement, vous en a montré tous les éléments éclatés qui chacun peuvent avoir un sens, tels que vous les retrouvez sur les bronzes archaïques. Et en dessous, la seconde signification, ou du moins l'évolution du dragon, qui à partir de l'époque des royaumes combattants, c'est-à-dire quelques siècles avant notre ère, et prend la qualité de véhicule qui permet d'emmener les âmes vers l'autre monde. Et peu à peu, ce dragon voiture va laisser place, et ce dragon voiture qui est rappelez-vous, une créature qui est capable, d'abord qui a sa constellation dans le ciel et qui est capable de se retrouver au sein de tous les mondes de l'univers. Et ce dragon, qui est aussi une créature des eaux, de la terre et du ciel, devient, avec l'époque des Han, au moment de la fondation de l'Empire, donc à partir de 206 avant notre ère, mais surtout au milieu du IIe siècle avant notre ère, ce dragon devient le symbole de la puissance impériale et de la présence impériale. Donc en blanc, vous avez un dragon qui est encore très proche du dragon voiture d'autrefois,
une nouvelle forme de dragon n'élimine pas les autres. Ces créatures imaginaires et hybrides cumulent les fonctions et les formes. Donc ce dragon blanc, c'est le dragon des Han, qui est déjà un dragon matérialisant la puissance impériale. Et derrière, vous avez le dragon qui vous est familier, le dragon des Ming et des Qing, c'est-à-dire des derniers siècles du deuxième millénaire, et le dragon que vous voyez aujourd'hui encore dans le monde entier et qui symbolise partout la présence chinoise, y compris de la Chine la plus actuelle qui soit, la Chine du troisième millénaire. Et ce dragon-là, je imitais cette décoration de porte-pinceau. C'est très courant à l'époque Qing, ce dragon. Ce dragon-là, oui, comme vous dites. Il est très court. Mais alors, il y a d'autres hybrides. Donc, le dragon, ça a été, si j'ose dire, notre fil conducteur au long de nos rencontres. Et puisqu'il vit toujours, il est issu de la nuit des temps. Les premières formes qui peuvent évoquer le dragon remontent au néolithique et le dragon est encore tout à fait présent dans nos villes actuelles. Mais il y a d'autres créatures hybrides que, à la fois l'imaginaire et les peintres et vous-même savent faire très bien vivre. Oui, on va essayer de montrer. On va essayer. Oui. Alors, je pense, par exemple, à un couple très particulier. Vous savez, toutes les sociétés ont du mal à expliquer comment le monde s'est formé, bien sûr, comment les hommes sont devenus hommes, comment, de ce qui était une non-distinction initiale, on a pu établir une sorte de séparation entre les créatures vivantes, notamment entre les animaux et les hommes. Et puis, toutes les mythologies essayent d'expliquer le début du monde par une forme de chaos, un grand événement cataclysmique comme un déluge. Et à la sortie de ce déluge, que se passe-t-il ? Eh bien, il existe, nous dit la mythologie chinoise, un couple qui fait aujourd'hui partie du groupe des empereurs, des souverains d'autrefois, et c'est le couple de Fuxi et Nuwa. Alors Fuxi et Nuwa, cela représente, à l'image, vous allez les voir apparaître peu à peu, cela représente un couple qui est formé d'un frère et d'une sœur. Ça, c'est une difficulté à laquelle se heurtent toutes les mythologies. Si vous faites partir l'humanité d'un point, déjà c'est compliqué, mais si vous devez introduire le masculin et le féminin là-dedans, vous êtes obligé d'imaginer que le premier couple a été un couple sororal. Alors Fuxi et Nuwa, c'est un couple sororal qui est issu, dit la légende, l'une des légendes, parce que vous savez que les mythes sont polymorphes, et en plus ils disparaissent, ils réapparaissent en se transformant justement, en mutant. Et l'une des légendes les plus courantes est que ce couple de Fuxi et Nuwa serait né d'une ondine, d'une créature extraordinaire qui vivait dans le fleuve jaune. Et d'elle sont sortis ces deux êtres qui ont donc des têtes et un tronc humain, mais qui, puisqu'ils sont en train justement de s'extraire de l'animalité, ils ont le bas du corps et les jambes qui sont en fait un corps de serpent. Et puisqu'ils sont en couple, ils sont représentés toujours avec leur corps de serpent entrelacé. Les deux ont beaucoup apporté aux hommes. Non seulement ils leur ont appris à faire la distinction entre l'homme et l'animal, mais Fuxi leur a appris l'agriculture, il leur a appris la métallurgie, il leur a appris à construire des maisons, et Nuwa, elle leur a appris les rapports humains, elle leur a appris le mariage, et elle a créé également, dit-on, les 5 couleurs en réussissant à faire fondre des pierres. Et chaque pierre a donné une couleur différente. Et
ce couple sororal est constamment représenté dans l'iconographie chinoise, et on le voit même à partir du premier millénaire de notre ère, souvent associé avec le soleil et la lune, et cela devient un autre symbole de la binarité et de l'univers. Ils auraient même, dit-on, inventé, Fuxi aurait même inventé le livre des mutations. Il aurait créé le livre des mutations, c'est-à-dire qu'il aurait décrypté l'univers. Et lui est toujours représenté tenant en sa main une équerre, tandis que la femme tient un compas. Alors c'est là où les esprits raisonneurs, mais faut-il raisonner dans ce genre d'histoire, font intervenir justement soulignent l'étrangeté non seulement de l'hybridation de ces personnages, mais du fait que ce soit la femme qui tienne, ou du moins la divinité féminine, qui tient le compas et qui renvoie au cercle, c'est-à-dire au ciel, et alors que l'homme tient l'équerre qui renvoie au carré, c'est-à-dire à la terre. Mais c'est peut-être aussi une autre façon de dire que à l'époque de l'indifférenciation, tout était mélangé. Et alors donc, Xin est en train d'écrire Fuxi et Nuwa, qui sont donc les créateurs de ce qu'on veut appeler la royauté. Enfin, ce sont eux qui ont organisé le pays. Et puis alors, une fois qu'on avait inventé l'agriculture, non, l'agriculture, c'est pas c'est Shenlong, si mes souvenirs sont bons, mais une fois qu'on a inventé la métallurgie et organisé la famille et le mariage, et on n'en a pas fini avec les personnages étranges et hybridés. Il y a celui qui a inventé l'écriture, dit-on, Changtie. C'est Changtie. Changtie. Oui. On va faire son portrait. Alors vous allez faire apparaître Changtie. Là encore, il faut retourner à l'époque de l'empereur jaune, qui était un homme qui devait gérer son empire mythique sans le secours de l'écriture. Mais apparemment, il avait une mauvaise mémoire, ce qui fait qu'il cherchait des systèmes pour ses pense-bêtes, si on peut dire. Alors, on lui avait conseillé de faire des nœuds à des cordes pour se rappeler ce qui s'était passé ou ce qu'il devait faire. Et puis un jour, il se montre très fâché. Il appelle Changtie, il lui dit: le système des nœuds que l'on fait aux cordes, ça ne marche vraiment pas, je ne comprends plus rien, j'oublie tout, il faut me trouver autre chose. Et il charge Changtie d'imaginer un système pour se rappeler les événements, ce qui est passé, présent, ce qu'il faut noter, les événements présents, noter ce qu'il faut faire dans l'avenir, etc. Alors Changtie va s'asseoir au bord de la rivière. Il est très ennuyé parce qu'il ne voit pas ce qu'il pourrait inventer d'autre. Mais tout à coup, il voit passer un phénix dans le ciel. Et ce phénix, par hasard, laisse tomber une pierre et sur le bord de la rivière. Et Changtie remarque que la pierre a laissé une marque dans le sable. Et puis, tout à coup, il voit des oiseaux qui sont en train de chercher des petits vers sur le bord de la rivière. Et il se rend compte que les pattes de ces oiseaux laissent également des traces. Alors il pense au galop, au pas du cheval, que l'on peut repérer également sur les chemins. Et il se dit, mais voilà la solution. Tout être laisse une trace en ce monde. Et donc, on va créer un système qui va reproduire ces traces, ce qui permettra d'identifier, puisque ces oiseaux, ces chevaux laissent des traces que j'identifie clairement comme tel ou tel oiseau ou tel animal. Et c'est ainsi, dit-on, que Changtie,
qui était un personnage extraordinaire. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était une créature tout à fait mutante, qui non seulement savait parler aux esprits, bien sûr, qui savait se rappeler, qui avait une mémoire phénoménale, qui de ce fait était historiographe, qui se rappelait ce qui se passait autrefois, mais de plus, il avait deux paires d'yeux, des yeux sur les joues, dans le bas du visage, pour regarder la terre, et des yeux dans le haut du visage, pour regarder le ciel. Et c'est ainsi qu'il avait développé des qualités de divination, et bien sûr extraordinaires. Et ici, non seulement Sin est en train d'écrire Tsangtie, mais vous voyez sous les pieds de cet étrange personnage avec ses deux paires d'yeux, Sin a représenté des traces d'oiseaux, des pas d'oiseaux. Et ces pas d'oiseaux, eh bien, vous n'allez pas il ne faut pas les perdre de vue, puisqu'elles vont nous conduire à d'autres associations qui sont justement les associations que l'on peut trouver dans les signes qui maintenant forment l'écriture chinoise. Le programme. On va faire une démonstration de pictogramme. On dit que l'écriture chinoise, c'est le seul écriture, il n'y a pas de signe de son en tant qu'apparence. Certains qui disent qu'il y a autre solution pour régler le problème de son. En fait, c'est pas vraiment réglé, à mon avis. Du coup, l'image restait la base de l'écriture chinoise. Et tous les Chinois, vu une image, on prononce un son ou entend un son, mais l'alphabet n'est pas là, est absent. Donc, si j'ai bien compris, vous nous emmenez d'abord vers des hybridations d'images, puis des hybridations de sens, puis des hybridations de sons à travers le caractère chinois. On va essayer de montrer. D'abord, les hybridations d'images. D'accord. Le plus clair, c'est le soleil. Donc, on part d'un pictogramme. Ouais. Et puis la lune. Et maintenant, on écrit comme ça. C'est la même base. Et quand on les met ensemble, que se passe-t-il? Oui, justement, avec Soleil Lune, parmi les 214 clés principales comme le 26 alphabet chez nous. Et c'est avec ces bases-là, on construit des milliers de caractères différents. La façon, c'est de combiner les signes ensemble. Par exemple, ce genre de composition entre deux dessins. On dit soleil et la lune et composer le caractère lumière. En fait. Voilà. Et ça s'appelle. Ça, c'est l'hybridation de l'image. Maintenant, oui. Il y a l'hybridation de son à partir de pictogrammes. Et maintenant, on peut créer des sens en associant des idées. Oui, on a aussi un exemplaire. En fait, Xu Shen, le premier commentateur de l'écriture chinoise, qui fait le premier dictionnaire depuis le IIe siècle après Jésus-Christ, il a déjà donné 6 solutions en fait de combiner les lettres, les caractères. Et il a donné l'exemplaire. Nous, on va prendre avec Daniel un autre modèle. C'est le niveau au-dessus, ça veut dire supérieur, à niveau en dessous, ça fait inférieur, ou monter ou descendre.
Et ce signe-là, après, écrit comme ça, jusqu'à aujourd'hui, descend. Donc on part des pictogrammes de l'Antiquité et après vous nous donnez systématiquement la graphie telle qu'elle se fixe au début de l'Empire et telle qu'elle est parfaitement compréhensible encore aujourd'hui. Oui, ça c'est le sigillaire, et puis c'est là, c'est régulier. Et par contre, on dit idéogramme par rapport au pictogramme, c'est que c'est plutôt abstrait. Un trait en bas, en haut, ce sont un espèce de schéma, mais pas représentatif, pas figuratif, mais en même temps quand même, c'est un signe. Un dessin. Et monter, descend. Mais ensemble, ça veut dire coincé. Et il y a des choses composées comme ça. Ça s'appelle idéogramme aussi. J'adore apprendre le chinois comme ça. Et alors, il y a aussi, parce que bien sûr les linguistes rappellent à juste titre que l'écriture chinoise transmet aussi des sons. Ah, ça, et tel que je vous connais, vous avez certainement un très bel exemple de mots qui a à la fois un sens, mais qui en même temps donne un son, la manière de le prononcer. Oui, on va voir, c'est le plus cher à nous. Nous venons de notre maman. Et qu'en chinois, nous, on écrit une lettre à ma chère maman. Je dois écrire les signes. Femme est composée de signes. Cheval. Ça veut dire que maman est un cheval? Pas du tout. Et justement, c'est là que majorité de caractères chinois, c'est composé avec cette façon-là. C'est-à-dire, un côté, c'est la prononciation. C'est le cheval, origine, c'est un dessin, comme ça. Et maintenant, on écrit comme ça. Pour simplifier, on écrit comme ça. Parce que cette simplification, c'est bien le cursive, comme ça. Et femme, avant, c'est un dessin aussi. Et maintenant, on écrit comme ça. Ça prononce N-U. Heureusement, Richie tout fait pour commencer à faire. Et puis, on a trouvé une solution. Et M-A pour cheval. Et n'oubliez pas, 4 tons, c'est un peu compliqué. Nu, c'est le 3e ton. Et ensemble, on empruntait ce son-là. Cette prononciation, mais le premier ton. En chinois, on dit mama. C'est comme maman, en fait, en français. Ça se passe comme ça. Si je fais plus littéraire, je dis ma chère mère. Et dans ce cas-là, c'est autre solution, c'est bien le même signe. Et on ajoutait 200 de notre chère mère. Et après, on va écrire comme ça. Voilà. Et ça, c'est très respectueux. C'est pas le petit bébé qui dit maman, maman. Voilà, c'est ça. On écrit ça sans rendre compte souvent. En fait, c'est pour ça que Picasso a dit si j'étais né chinois, je ne serais pas peintre mais écrivain. Oui. J'écrirais mes tableaux. Mais nous, les Chinois, on pense plus à, en fait, quand on écrit, on pense à la prononciation. En fait, c'est un peu... Et alors, puisque je vous vois manipuler et je vois à l'écran vivre ce pinceau merveilleux, comment est né le caractère qui signifie pinceau? Ah, d'accord.
D'accord. Je vais essayer. J'ai essayé pas parce que je répète, parce que je renseigne que ça. Bon, là, il paraît, origine, on trouvait dans le Tiaguan. Les Tiaguan sont les inscriptions oraculaires sur os ou sur carapace de tortue, Ouais. ventre de tortue. Et origine, c'est un pinceau carrément, hein. C'est un dessin, un tige avec multiples pointes. Et puis à côté, en plus, c'est la main droite, déjà, comme ça. Il n'y a pas de main gauche. Si, on peut ajouter, mais ce caractère-là, c'est droite. Je sais pas. Oui. Ensuite, ce caractère, pendant l'unification d'écriture par le premier empereur, vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est écrit comme ça. En même temps, on a ajouté déjà quelque chose. Les poils du pinceau sont tenus entre eux. Oui, exactement, attachés avec un trait. Je ne sais pas exactement, c'est pour ça. Non, on ne sait pas. Oui. C'est un moyen On peut mnémotechnique toujours pour imaginer. se rappeler. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et puis, on a ajouté quelque chose de supplémentaire, c'est le signe bambou. Et si sans ce signe bambou, ça prononce U. Et avec, ça fait Bi. En fait, après, c'est comme ça, le pinceau. Alors, le bambou, c'est parce que les poils du pinceau étaient tenus dans un tube en bambou. Oui. Et sauf celui-ci, c'était en bois. Ça, c'est une reproduction de musée d'un pinceau de 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est le plus ancien pinceau chinois actuellement connu. C'est avec connu. le bois de lièvre et puis... Du lièvre, oui. Et qui est tenu dans un ours, non? Oui, oui, c'est ça. Et ensuite, cette écriture évoluait en même temps contemporain que cette période d'unification. C'est pas duré parce que c'est à peu près une quinzaine d'années. Après, c'est remplacé par une dynastie qui a duré 4 siècles, à peu près équivalent de romain chez nous. Oui. C'est Han. Et là, Han et déjà Qin, on utilise un style révolutionnaire, c'est-à-dire au lieu de dessiner quelque chose de très stable, on vraiment amuse avec souplesse le pinceau pour écrire vite et rythmique. Ça, c'est le style de chancellerie. Donc le style de chancellerie, c'est le style des documents officiels et des textes de loi gravés sur pierre. Oui. Et ensuite, c'est ça qu'on dit déjà l'écriture d'aujourd'hui, mais il y a 2000 ans déjà, on dit écriture d'aujourd'hui quand même. C'est vrai, ça donne une base de naissance de l'écriture d'aujourd'hui, dès le 4e siècle après Jésus-Christ, même fin de 3e, c'est le style régulier. Et par contre, c'est curieux, c'est en même temps que style de chancellerie, les lettrés ou les scribes déjà commencent à amuser avec souplesse de pinceau et simplifier les traits. Et
Pour écrire très vite. Pour écrire très vite, et puis amuse avec ce geste. De même pinceau en cursive, en fait. Oui. Donc, principalement, ces 4 styles. En plus, l'écriture de tous les jours de chacun de nous, en fait, c'est style courant. C'est-à-dire, c'est le style courant où on peut trouver sa propre écriture, en fait. Bien sûr, puisque c'est votre personnalité qui passe dans votre écriture. Et tous, chacun, justement, c'est pour ça qu'il y a des graphologies. Et puis l'écriture, ça marque la personnalité de tous. Et alors, de chacun. à la base de cela, à part votre esprit, et comme disaient les anciens, le souffle qui passe en vous et que vous laissez poindre au bout de votre main qui tient le pinceau, le pinceau chinois a des qualités exceptionnelles. Et est-ce que vous pouvez nous les montrer, vous qui savez si bien laisser parler le pinceau? Je suis nul pour ça. Non. C'est grâce à c'est vrai, comme j'ai une tête chinoise, et puis j'essaie de dessiner, et puis tout ce que j'ai appris d'après nature, c'est bien d'ici, en fait. Superon, Li-Feng-Mian, amener le système un peu dépassé de l'école Beaux-Arts de Paris en Chine, créer les Beaux-Arts. Et nous avons des générations de formés, en fait, comme ça. Du coup, la tradition restait dans une section de Beaux-Arts. C'est pas obligatoire. Du coup, c'est surtout en France. Comme on voit ma tête chinoise et dire vous êtes artiste, vous êtes chinois, alors enseignez-nous la calligraphie. Alors je fais semblant, en fait, un l'œil très chinois. Eh bien alors faites-nous autre chose que de la calligraphie. Oui. Et je vous montrerai Laissez le peintre s'exprimer. Oui. On est vraiment, comme vous dites, des générations hybrides. Regardez-moi, comme vous, en fait. Je vais faire, pour enseigner, pour montrer l'étudiant, j'entraîne un peu avec le pinceau. Et on joue le souplesse de pinceau et nuance d'encre. Ah, c'est raté. Ça, c'est mieux. Voilà. Vous pouvez trouver sur l'internet, taper Raphaël Pettucci. C'est le traducteur, commentateur d'un très grand manuel de la peinture. Tout ça, c'est dedans. Raphaël Pettucci, bien traduit et commenté au début du XXe siècle. C'était publié en livre 1918. Et c'était vous pouvez télécharger et puis lire, et puis il y a des modèles comme ça pour apprendre à dessiner. Mais il faut copier longtemps, il faut travailler longtemps pour passer du modèle. Pas si longtemps. Je pense que c'est très facile en fait. Bien sûr, il faut voir les originaux parce que c'est plutôt noir et blanc. Nous avons musée Kimei, musée Sanoussi. Allez, voilà. Le pinceau, en fait, joue ce genre de... Vous voyez, à frotter pour imiter les matières de sable, de rocher. Et puis, jouer le trait, les taches, les nuances et l'élément de mousse, par exemple. Des points sur ligne. Et puis les animaux, on peut aussi faire... il y a tant d'apprentissage de peinture chinoise pour les enfants comme pour les adultes à la FNAC, à Yofon, Phoenix. On trouve, c'est comme apprendre l'écriture en fait.
c'est à la fois observer la nature et puis en même temps transformer en signe. Pas signe, mais signe. Et puis mémoriser et répéter, et puis après, on peint comme écrit. C'est là qu'on peut avoir double lecture d'une peinture, à la fois voir la représentation, atmosphère, en même temps ressent le moment tracé de peintre, son geste, son respiration, sa présence physique. En fait. Et on peut toujours ajouter un poème Exactement. qui précise les circonstances dans lesquelles on a écrit. Ça, c'est très important. On a vous avez tracé, raison. Ouais. Toutes les valeurs, en fait, je pense, à la peinture chinoise, c'est là, c'est le côté littéraire, et puis l'image, texte, expression personnelle, très privée. En fait. Oui. Qui sont très difficiles à comprendre pour les personnes qui n'étaient pas là quand le peintre a créé, puisqu'il y a souvent des évocations très spécifiques, très ça subtiles. Ça donne un bon jeu à l'historien pour déchiffrer les choses. Mais votre signe et vos bambous me font remémorer le célèbre la première règle de ce grand théoricien de la peinture chinoise qui est Xie He, et qui écrivait vers l'an 500, et qui écrivait que ce que vous allez nous écrire, non? Vous ne voulez pas nous écrire la première lettre, la première règle de Xie He? D'accord. 6 principes, en fait. Oh non, on n'écrit pas les 6 principes, on donne seulement le premier. Oui, le premier, et puis le deuxième, c'est très lié, à mon avis. Le premier, c'est justement le souffle. Le souffle qui crée le mouvement. Oui. Et deuxième, c'est justement le manière de pinceau. Oui. En modèle. Employer le pinceau correct. Oui. À gauche, c'est le nom du peintre, le nom du théoricien, peintre aussi, bien évidemment, calligraphe aussi, bien évidemment. En fait, Xie He aussi peintre. Cette tradition de peintre écrit les propos sur la peinture restait jusqu'à très tard, en fait. Commence très tôt. Et maintenant, c'est séparé. C'est comme ici, en fait. Voilà les 6 règles de Xie He. Les premiers principes. Donc vous nous le lisez en chinois, cette première règle. Qi Yun Sheng Dong. Donc c'est le mouvement, c'est le souffle qui donne le mouvement de la vie. Et comme le savent les élèves de l'école du Louvre et tous ceux qui ont étudié un peu la peinture chinoise, la difficulté est de savoir comment traduire ce mouvement du souffle et comment traduire ce mouvement de la vie. Il y a évidemment beaucoup de manières différentes. Ouais, c'est très, très embêtant parce qu'il y a des enseignements qui disent qu'il faut retenir le souffle pour... Moi, je ne suis pas d'accord. En fait, le souffle, c'est dans les formes qui voient le souffle. C'est pas retenir le souffle qui... Il passe à travers vous, donc, puisque vous ne le retenez pas, vous le laissez passer à travers vous. C'est ça. Oui, je pense que le souffle, pour être juste et puis sûr, et puis avec la force égale beauté. Cette force a besoin en fait, d'entraînement. Beaucoup de répétition. Ouais. Oui. Et puis, comme l'écriture. L'écriture, on a appris dès très jeune âge, et puis après, c'est en nous, c'est pour ça qu'on écrit. La peinture, si
enregistrer ce que j'encode, on peut aussi improviser devant tout le monde, momentanément. Et puis tout ça, derrière, il y a beaucoup de répétitions et puis d'enregistrement de signes par mémoire, par geste. Et d'abord pour connaître les effets, les maîtriser, pour que le bras ne soit pas un obstacle, pour que les doigts marchent bien. Donc il faut s'entraîner sans fin pendant des années et des années. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et donc, ce souffle que vous faites si bien passer à travers les bambous, les cygnes et les rochers, vous l'avez fait pour nous aussi, et passer à travers un magnifique caractère très original qui représente votre version du caractère dragon. Alors, peut-être, si j'ose pour que nos amis comprennent peut-être encore mieux, mais je vous prends de court, alors peut-être allez-vous être fâché. Si vous êtes fâché, vous le dites et vous ne le faites pas. Oui. Et je me demandais si vous ne pourriez pas nous écrire d'une façon tout à fait en kaishu, tout à fait en écriture modèle, le caractère dragon. Et puis après, alors ça vous le faites d'une façon, si j'ose dire, bien plan-plan, bien tranquille. Et puis que tout le monde peut lire, que le petit garçon peut lire. Et puis après, vous nous faites vivre votre caractère dragon à vous. D'accord. Alors d'abord, vous voulez bien, si j'ose dire, me faire un dragon qui soit classique. D'accord. M'écrire, pas me dessiner. M'écrire un dragon classique. D'accord. Comme on apprend à l'école. D'accord. Et après, vous ferez décoller votre très beau dragon à vous. Il y a une histoire, une expression chinoise, on dit le duc Ye, comme mon nom de famille, aime le dragon. En fait, l'histoire, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien le dragon et puis met partout les objets à la maison avec le dragon, par exemple. Ce porte-pinceau, il y a des motifs de dragon. Il peint le dragon, etc. Écrit dragon, peut-être comme je vais faire. Mais le dragon était touché par ce monsieur, le duc Yi. Un jour, il est arrivé pour lui rendre visite et puis mettre la tête, entrer dans la fenêtre de monsieur Yi. Il est tout de suite dessous. Il avait peur de son dragon. Oui. Donc, j'ai l'impression. C'est vrai, je confond pas mal, en fait. Voilà, le dragon classique. De cette expression de dragon, en fait. Voilà, à peu près comme ça. Un très beau caractère dragon, tel qu'on l'a dans son ordinateur quand on écrit long, on obtient ce caractère. Mais alors maintenant, avec vous et avec le souffle de l'univers qui vous traverse, évidemment, le dragon devient tout autre chose. J'ai fait une bêtise, alors. Allez, fais ça. Et normalement, je vais faire au contraire, noir sur blanc et blanc sur noir. Ah, c'est un dragon particulier, ce n'est pas le dragon noir classique. C'est une idée de Thierry, notre cinéaste auditorium. Oui, c'est une très bonne idée. Mais le dragon, c'est le vôtre, c'est pas le dragon de Thierry. Oui, mais j'ai écrit souvent, j'ai pas pensé écrire en blanc. Et puis lui, c'est l'œil de cinéaste. Merci Thierry. Comme ça marche.
Ah, il y a un problème de composition. Je dois mettre le morceau normalement à gauche. Je mets à droite. Ça, c'est un show de Wang Hua, mon copain. Peintre, sculpteur, acteur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est moi.